Bonjour à tous et merci de suivre ce numéro exceptionnel d'Ailleurs dans le monde. La Covid-19 représente une menace croissante pour l'Afrique, tant sur le plan économique que sanitaire. À l'instar des autres pays du continent, l'Afrique a débuté une vaste campagne de vaccination grâce principalement à la solidarité des puissances étrangères. Actuellement, le continent africain importe 99% de ses vaccins, tous fabriqués à l'extérieur. Une situation qui pourrait évoluer grâce à différents projets portés notamment par l'AFC, anciennement appelée la Société financière internationale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Mactar Diop, le directeur général de la Société financière internationale. Bonjour. Bonjour Fatim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans les locaux de la RTI. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à la tête de cette institution qui appartient au groupe de la Banque mondiale depuis le 1er mars 2021. Et c'est la première fois qu'un Africain à la tête de la Société financière internationale. Déjà, j'imagine que c'est une fierté pour vous. Et est-ce finalement une plus-value pour nous autres populations africaines? Je pense qu'avoir avoir quelqu'un qui comprend directement les sensibilités du continent, qui vient du continent, qui a grandi, qui a vécu, qui a étudié, qui a travaillé, apporte une dimension nouvelle au travail que la SFI fait en Afrique. Mes prédécesseurs ont fait un travail excellent. Ils ont développé des stratégies, notamment la stratégie SFI 3.0 ou AFC 3.0, qui vise justement à créer des marchés, à travailler plus dans les pays en développement, dans les pays émergents. Et notre institution, maintenant, a décidé de travailler encore plus sur l'Afrique. Et nous avons des objectifs très, très importants en termes de financement sur le continent. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui apporte une plus grande sensibilité. Mais cette sensibilité, maintenant, qu'on trouve un peu partout. Il y a Ngozi qui a été nommé à la tête de WTO, de l'OMC, et qui est africaine et nigériane. Nous avons Tedros qui est à la tête de l'OMS, qui est éthiopien. Nous avons Amina Mohamed qui est numéro 2 au niveau des Nations Unies. Donc, la sensibilité africaine se sent de plus en plus dans les instances de décision. Et nous avons eu, ici en Côte d'Ivoire, le président qui a été directeur général adjoint au Fonds monétaire. Alors, la Société financière internationale accompagne principalement le secteur privé. Quel a été l'impact finalement de la Covid-19 sur d'abord les économies africaines et puis sur le secteur privé africain? On avait eu un continent qui avait des taux de croissance élevés, une décennie de croissance ininterrompue, et on avait vu une réduction de la pauvreté sur le continent africain de manière générale. On a eu pour la première fois une croissance, une évolution du PIB négative de l'ordre de 2,3% décroissance. Et donc, cela a bien sûr eu un effet important. Ça a eu un effet important, d'autant plus que notre économie est une économie qui souvent exige des contacts physiques. C'est le secteur informel, ce sont les services du secteur informel, ce sont les producteurs de cacao, ce sont les producteurs de noix de cajou. Toutes ces activités exigent un contact physique. Malheureusement, la crise du coronavirus a imposé cette distanciation qui a réduit et qui a eu les activités des plus pauvres, de ceux qui travaillent dans les marchés, et ainsi a eu un effet important sur leurs revenus. Donc, les secteurs d'activité les plus touchés, ce serait quoi? L'informel, comme vous le dites? L'informel, le tourisme, le transport ont été particulièrement touchés. On sait que le transport, le tourisme est très, très important pour un certain nombre de pays africains, particulièrement en termes d'emploi. Et cela, c'est un secteur qui a été beaucoup touché. L'agriculture, dans une certaine mesure, parce que la demande de certains produits a été réduite à cause de l'évolution des économies des pays les plus avancés. Alors, vous avez été ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Vous avez travaillé aussi au FMI avant d'occuper pendant 6 ans le poste de vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de 2012 à 2018. Monsieur le directeur, pour la population africaine, du moins dans la mémoire collective, on garde un souvenir mitigé des institutions de Bretton Woods, notamment dû à cause des ajustements structurels. Quel est finalement, selon vous, le rôle de ces grandes institutions économiques dans l'accompagnement des économies africaines? Je crois que le meilleur exemple, c'est que ce que nous faisons est totalement aligné à la vision 2030 qui a été définie par la Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus de conditionnalité, nous avons des appuis budgétaires qui soutiennent des réformes que les pays
veulent mettre en œuvre. Ceux-ci ont été des changements significatifs, essentiels, qui ont été basés sur les leçons du passé. Il y a de bonnes choses qui avaient été réalisées dans les années 80 et début des années 90. Il y a eu quelques erreurs qui ont été commises et qui ont été rectifiées. Et une des erreurs, c'était de s'assurer que le dialogue, l'appropriation, l'internalisation par les pays des réformes guide ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il est clair que dans les relations que nous avons avec les pays, il y a eu une très grande écoute mutuelle et une très forte écoute de notre côté. Et ce qui s'est passé hier à Abidjan est un exemple. Nous avons IDA, qui est l'instrument financier que nous allons utiliser pour aider les pays les plus pauvres. Et nous avons décidé, au niveau du groupe de la Banque mondiale, de nous asseoir avec les chefs d'État et de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire avec IDA, le prochain IDA. Et les chefs d'État ont expliqué cela et mieux l'ont articulé et l'ont mis dans une déclaration qui soutient cette demande que nous voulons présenter aux bailleurs de fonds, de mobiliser 100 milliards de dollars pour l'IDA. Et une grande partie de cela ira pour l'Afrique. On estime peut-être autour de 40 à 50% de cette idée ira directement pour l'Afrique. Donc là, il y a plus de participation des États africains. Ils sont plus entendus par ces institutions, vous nous dites. Absolument. D'accord. Alors, AFC a annoncé aujourd'hui qu'elle allait collaborer avec l'Institut Pasteur de Dakar, fabricant de vaccins et fondation sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir la santé publique. Le principal objectif, c'est en vue d'accroître la production de vaccins contre la Covid-19 sur le continent. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet? On va enfin avoir des vaccins qui partent d'Afrique, fabriqués par des Africains? Il y a déjà des vaccins qui sont fabriqués en Afrique. La fièvre jaune, on a un vaccin de fièvre jaune qui a été homologué par l'OMS et qui est produit par l'Institut Pasteur de Dakar. Nous avons ce qu'on appelle en anglais des cap and fill, excusez-moi de l'anglicisme, ce sont des unités qui prennent les vaccins et qui les mettent en petits conteneurs qui sont utilisés justement pour faire les injections après. Donc ces installations existent en Afrique du Sud et elles existent également dans quelques autres pays africains. Il s'agira aujourd'hui d'augmenter cette capacité de production de cap and fill de ces vaccins, mais également de commencer maintenant la production d'autres vaccins au-delà de la fièvre jaune qui existe déjà. Nous avons des besoins énormes, nous avons la diphtérie, nous avons la polio, nous connaissons tous les vaccins qui sont nécessaires. Mais maintenant, avec le COVID-19, on a un besoin urgent. Et on a regardé sur le continent et les pays nous ont approchés en disant, écoutez, nous, on a un plateau technique qui devrait nous permettre de commencer à penser à développer ces vaccins, d'avoir une licence et de pouvoir le faire en collaboration avec les grands groupes pharmaceutiques tels que Johnson & Johnson et autres, Moderna ou autres, AstraZeneca et autres. Donc nous sommes en discussion avec un certain nombre de pays, le Maroc, l'Égypte, le Rwanda, l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire souhaiterait également qu'on engage ce dialogue et nous commençons à en discuter avec les autorités. Mais au-delà des vaccins, notre effort est un effort vraiment sur le secteur de la santé en général et le rôle du secteur privé dans le secteur de la santé. Pourquoi c'est important? Vous savez qu'aujourd'hui, les évacuations médicales pèsent sur les finances publiques des pays. L'accès à des services de santé de qualité est un problème. Et le rôle que le secteur privé peut jouer pour satisfaire à cette demande de services médicaux est essentiel. Et donc nous essayons de recréer cet écosystème, aussi bien pour les médicaments de base, les génériques, l'équipement, comme aujourd'hui, nous en avons discuté il y a moins d'une heure avec le Premier ministre, et d'autres formes d'intervention, y compris les vaccins. Alors, quel est le coût d'un tel type de projet et qui sont les donateurs? C'est la SFI, nous sommes la SFI, mais la SFI a une caractéristique, c'est que nous avons nos propres ressources, mais nous avons une capacité de structurer et de syndiquer des projets qui nous permettent de mobiliser des ressources d'autres financiers. Et c'est ça une des grandes forces de la SFI. C'est que nous apportons nos ressources qui sont importantes, mais également nous sommes capables de mobiliser beaucoup de ressources. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance, il y a une garantie du paiement des dettes, parce qu'il y a une expertise, il y a une expertise unique
à la SFI en termes de connaissance des pays émergents, des pays les plus pauvres. Vous avez beaucoup d'institutions qui investissent dans ce domaine, mais qui n'ont pas cette connaissance fine, cette présence sur le terrain que nous avons. Je dois vous donner un exemple. Nous sommes présents dans 30 États africains. Nous avons un représentant dans 30 États africains. Il n'y a pas d'autre institution internationale qui travaille dans le secteur privé qui a cette présence sur le terrain. Nous avons des experts africains qui connaissent bien le terrain et qui travaillent en collaboration avec des experts qui ont travaillé sur d'autres régions. Et cette connaissance que nous apportons, qui est basée sur l'expérience internationale en dehors de l'Afrique et la connaissance spécifique du continent, est quelque chose d'unique. Deuxièmement, nous nous appuyons également sur les garanties. Nous avons une partie du groupe de la Banque mondiale qui fait que des garanties. Et cela est un instrument que nous utilisons également pour dérisquer l'investissement privé. Et enfin, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement, il y a toutes les réformes que nos collègues de la Banque mondiale font avec les pouvoirs publics pour créer un environnement des affaires qui soit beaucoup plus favorable et ainsi donc, avoir plus d'investissements, créer plus de richesses et surtout plus d'emplois. Alors, vous avez aussi annoncé un accord conjoint de financement en faveur d'Aspen Pharmacare, un groupe pharmaceutique sud-africain. Pourquoi le choix déjà de l'Institut Pasteur de Dakar et d'Aspen? Est-ce que ce sont les deux entités les plus fiables ou en tout cas les plus avancées dans le domaine de la santé sur le continent? On ne choisit pas les entreprises. Ce sont des entreprises qui sont prêtes et qui ont des besoins et nous les aidons à les structurer et à satisfaire à cette demande. En ce qui concerne Aspen, c'était une société qui, depuis 5 ans, travaillait, avait fait des investissements lourds. Depuis 5 ans. Et aujourd'hui, ils avaient des contraintes financières pour augmenter la production parce qu'ils avaient fait un financement. Ils avaient financé ces infrastructures avec des ressources à court terme et des ressources très chères. Donc, ce que nous avons fait pour libérer des ressources pour Aspen, pour investir dans de nouvelles chaînes de production et augmenter leur production, nous avons refinancé leurs dettes à hauteur de 600 millions d'euros. Nous avons mis 200 millions et nous avons mobilisé 400 millions d'euros d'autres entités, la Proparco, la DGE allemande et la DCF américaine. Donc, c'est un bon exemple de ce que nous faisons. En ce qui concerne Dakar, il y a un certain nombre de partenaires européens qui considèrent que le plateau de Dakar, à cause de cette expérience sur les vaccins, est un plateau qui peut être utilisé pour accélérer justement la production de vaccins. Donc la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la DGF américaine, toutes ces institutions veulent travailler pour aider cela. Mais cela n'est qu'un aspect. Je ne voudrais pas qu'on se focalise simplement sur la production des vaccins. Parce qu'il y a toute une chaîne de valeur. Il y a ce qu'on appelle les ingrédients actifs pharmaceutiques qu'il faut produire dans la chaîne de valeur pour avoir des vaccins. Il y a tous les équipements de protection, les gants. Par exemple, la Côte d'Ivoire est un des pays leaders en termes de production de caoutchouc, d'EVA. On serait tout à fait intéressé à monter ici une usine de production de gants. Et tout cela rentre dans la production, et dans les services qui aident à vacciner les populations. Alors l'Afrique connaît deux grandes problématiques au niveau de la crise sanitaire. Déjà la difficulté de l'approvisionnement des vaccins qui viennent quasiment tous de l'étranger et la méfiance de la population face aux potentiels risques liés à leur inoculation. Pensez-vous réellement que les populations seront moins réticentes à la vaccination si la production est locale? C'est pour les rassurer? C'était intéressant, non, c'était pas, on n'avait pas vu du tout comme ça au début. Au début, c'était de dire que quand il y a une crise, ce que les pays font, c'est qu'ils utilisent la production disponible, les pays riches, pour leur population en priorité, où ils achètent toute la production disponible dans le monde pour pouvoir vacciner leur population. Alors les États africains ont dit que ça ne peut pas continuer. On ne va pas, à chaque pandémie, attendre que tout le monde, le reste du monde soit servi pour que nous, on soit servis. Donc, en ayant des usines de production de vaccins sur le continent, cela nous permettra de vacciner en priorité, en ayant ces accords avec ces entreprises, de prioriser le marché africain. En même temps,
la Banque mondiale donne des ressources aux pays africains pour pouvoir acheter cette production. Parce qu'une chose est de produire des vaccins, une autre chose est de pouvoir les acheter. Et aujourd'hui, le groupe de la Banque mondiale a mis plus de 40 millions de dollars qui permettent à 51 pays africains aujourd'hui d'acheter des vaccins partout dans le monde. Et si ces vaccins étaient disponibles en Afrique, ils seraient immédiatement achetés en Afrique. Mais on a une occasion ici de vraiment changer la situation de la santé en Afrique. Parce que la construction d'une usine de vaccins ne doit pas suffire à la production d'un seul vaccin. On souhaiterait aider les pays à produire des vaccins pour toutes les maladies qui affectent les populations africaines. Et si maintenant, comme on le prévoit, un vaccin sur la malaria est découvert, ce sera quelque chose qu'il faudra vraiment produire en masse et pouvoir vacciner toutes les populations en Afrique. Donc, à aucun moment, vous avez songé à la crainte qu'avaient les populations des vaccins venus de l'étranger? Non, ça c'est intéressant. C'était une conversation que j'ai eue avec les autorités congolaises qui m'ont dit, vous savez, si on les produit en Afrique, les gens seront moins réticents. Personnellement, je n'avais jamais vu la question sous cet angle, mais il semble que l'origine du vaccin affecte la décision des populations d'adopter ce vaccin. Et il y a peut-être des raisons historiques à cela, mais je me réjouis que ce soit le cas si c'est vrai. Mais justement, concernant ces vaccins, dans le monde entier, notamment, surtout en Occident, où le ton est peut-être parfois plus libre sur ces questions-là, et peut-être parce qu'ils sont aussi à l'origine de la production des premiers vaccins, il y a un débat public qu'on a rarement en Afrique sur la pertinence, la qualité, la rapidité de ces découvertes. Vous pensez qu'on doit l'avoir et on va l'avoir? Fatih, mon message, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Oui. Hein? Je crois que on a tellement... nous avons perdu tellement de gens, de personnes chères, que je crois qu'on ne peut pas s'amuser avec ça. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens qui étaient très proches. Certainement, vous avez connu des gens qui... Et on ne peut pas prendre le risque de ne pas se vacciner en se fondant sur des informations qui n'ont pas de fondement scientifique. Il y a beaucoup de ces informations qui circulent sur ces questions qui n'ont pas la base scientifique solide qui justifie cette hésitation. Et donc, mon seul message, c'est vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Vous avez vu des voisins mourir, vous avez vu des parents mourir. S'il vous plaît, si vous avez l'occasion de vous protéger pour que cela ne vous arrive pas, et surtout pour que vous ne contaminiez pas d'autres personnes, vaccinez-vous. Alors, en plus de la pandémie, ce sera la dernière question, monsieur le directeur général, liée à la Covid-19, les populations africaines n'ont pas accès aux soins, notamment des soins de qualité. À cet effet, vous avez initié l'AMEF. De quoi s'agit-il exactement? Vous voyez toutes ces cliniques qui sont ici, vous avez ces docteurs qui sortent des universités, de l'université d'Abidjan, et qui veulent s'installer. Souvent, ils vont voir un banquier, le banquier lui dit, écoutez, on n'a pas de crédit pour vous, on ne connaît pas votre secteur, on ne sait pas tellement comment ça fonctionne. Et leur contrainte la plus importante, c'est l'équipement. Ils représentent souvent 40% de l'investissement. Donc ce que nous avons fait, c'est de dire, écoutez, on va mettre en interface les banques, les grandes compagnies qui produisent de l'équipement médical. Dans le cas d'espèce ici, on a un accord avec General Electric et Philips, et qui se parlent, qu'ils apprennent à se connaître, et que nous, on apporte une garantie pour permettre aux banquiers de pouvoir faire ces prêts pour acheter cet équipement pour que les médecins et les cliniques privées puissent acheter ces équipements. Mais ce que nous faisons en plus, c'est que dans cet accord, il y aura également un accord pour la maintenance de cet équipement qui souvent est un problème. Combien de fois nous sommes allés dans les hôpitaux dans nos pays, on voit un équipement de dernier cri qui a été utilisé pendant 1 an et qui ne peut être réparé, ne peut être maintenu. Donc c'est ça que nous voulons changer. Et nous avons ici un produit qui, je crois, répond vraiment à une demande. On a signé récemment au Kenya. Aujourd'hui, on a signé en Côte d'Ivoire avec la NSIA et des partenaires de General Electric et de Philips. Et je crois que je vois beaucoup de pays qui veulent vraiment participer à cette initiative qui nous permettra de mettre 200 millions pour aider au financement de l'équipement médical en Afrique.
Mais dans le secteur privé, toujours, pour le secteur ce qui privé, concerne la SFI. Oui, dans le secteur privé, bien sûr, parce que la SFI, mais quelles sont les retombées pour le secteur public? On peut commencer à être dans des situations où ce qui se passe dans l'industrie, dans l'électricité, par exemple, ce que nous avons fait avec Azito, avec Cyprel, comme vous savez, nous l'avons financé. Oui. Donc, faire la même chose. Pensez simplement à ce modèle appliqué dans le domaine de la santé, où l'État dirait, j'ai besoin d'un million de rayons X, on dirait de radio par an, j'ai besoin de tant de services de laboratoire par an. Et maintenant, je demande au secteur privé, au moins 10 ans, je fais un appel d'offres, et au moins 10 ans, je demande de pouvoir ces services aux populations. Donc, c'est un modèle tout à fait différent. D'accord, c'est quoi? Partenariat public-privé? Exactement. Que vous voulez, et c'est ça que je veux développer dans le secteur de la santé. On l'a fait dans le secteur des infrastructures. On a vu les résultats que ça a donné. On peut le faire dans le domaine de la santé. Et je crois que là, c'est encore plus important parce que la qualité, comme vous le savez, est primordiale en ce qui concerne les services de santé. C'est la fin de cette émission. Monsieur Mactar Diop, merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Fatim, c'est toujours un plaisir d'être dans les locaux de la RTI. Et merci de m'avoir reçu sur le plateau. Alors merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.